Bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis comme d'habitude avec mon compère comparse, monsieur Jérôme Blin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Toujours un truc à sortir exceptionnel. Et je suis aujourd'hui avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors, on dit souvent que le cloud, c'est le PC de quelqu'un d'autre. Bon, c'est tellement vrai, mais les gens s'arrêtent souvent au premier aspect de se dire que le cloud, c'est de la location. Mais pour moi, il y a aussi le changement qui a été opéré dans les ressources humaines IT. C'est-à-dire que les sysadmins, ils ont disparu, ils sont devenus opérateurs cloud, SRI ou DevOps. Et les meilleurs sysadmins, ils ont disparu, mais chez les cloud providers, et cette fois-ci, ils sont devenus plus opérateurs data center et ce genre de choses. Mais globalement, il n'y a plus grand monde qui touche des machines en dehors des cloud providers. Et le développeur, il est sifflé dans toutes les allées pour aller consommer tel ou tel produit. Et moi-même, ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas monté une machine. J'ai collecté dans ma plateforme plus de 2000 références de CPU, mais ça fait peut-être 10 ans que j'en ai pas touché un avec ma main en réalité. Et bon, on peut se dire que le cloud n'est qu'un service quelconque de virtualisation des services, dans un quelconque data center, avec un quelconque hardware. Mais je fais comme si c'était vite fait, mais en réalité, on est quand même sur 30 ans de pratiques humaines qui ont été empilées les unes sur les autres. Mais aujourd'hui, back to the roots. On retourne sur la couche 1 du modèle OSI et on invite Clément Béas. Ce Tout à fait. dernier, il est CEO de Dataforge, un constructeur de machines à destination des data centers. Donc là, on est dans le dur du dur, parmi les gens qui regardent très très près le hardware et ce qu'il peut offrir, et de ceux qui voient les tendances arriver facile un an à l'avance. Et ainsi, comme vous vous en doutez, c'est un tas de questions pour lui. C'est pas mal de choses à comprendre au niveau du hardware, le pourquoi du comment, le Intel, AMD, ARM, Nvidia, ATI, voilà, il y a plein de choses à savoir. Et ma première question pour toi, Clément, c'est est-ce que je t'ai bien présenté? Oui, 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 à peu près bien. Alors, c'est vrai que constructeur, on va dire qu'on n'y est pas exactement, parce que constructeur, vraiment à proprement parler, c'est vraiment quelqu'un qui va faire ses propres cartes mères, ses propres châssis. Donc, il faut avoir des ressources d'électronique, des ressources de mécanique. En production, c'est vraiment une grosse industrie. C'est ce que ferait un Dell, un HPE, un Lenovo, un Super Micro, un Gigabyte. Voilà, ce sont des très grands groupes qui font ça. Nous, on n'en est pas encore à ce niveau-là, j'espère peut-être un jour. Pour le moment, on n'est pas tout à fait autonome sur la fabrication du châssis, mais on s'en rapproche. Pour l'électronique, malheureusement, on dépend encore des grands fabricants d'électronique, tout simplement. Donc, on va dire que nous, on va faire l'assemblage, on va faire la conception, l'assemblage. Il faut dire qu'on est fabricant, bon, on s'en rapproche, mais pas exactement. Mais ce serait aller un petit peu trop en avant. J'espère devenir fabricant un jour, bien évidemment. Mais voilà, on va dire que c'est plus de l'assemblage, plus de la conception pour arriver à faire une machine finale qui va plaire au client. Oui. D'accord. Sinon, Donc, c'était bien présenté. cool. Cool. Je dis pas trop de bêtises pour commencer, Non. c'est cool. Et donc, mais in fine, si on doit faire un gros saladier comme ça avec vous, Dataforge et, je sais pas, HPE ou Dell, si moi je me place du côté d'un cloud provider, je peux aller Mhm. voir l'un ou l'autre, in fine. Exactement. Exactement. Il y a des avantages des deux côtés. Si on prend HPE, par exemple, bon, HPE font de très bons produits. Alors, on va prendre cet exemple, c'est un bon exemple parce que HPE et Dataforge, on utilise les mêmes cartes mères. Voilà, même les mêmes barbonnes, il faut être honnête, hein, puisque c'est fabriqué par la même entreprise en Asie. C'est juste que HP enlève le logo et colle un post-it dessus pour dire HP, et nous, on enlève le logo, on colle un post-it, on met Dataforge. Voilà, en gros, hein, pour faire simple, vulgairement parlant. Mais en réalité, les grosses différences vont être que HP va être très aussi dans la solution globale. Ils peuvent mettre des couches logicielles, ce genre de choses. Ils vont avoir leur propre système de management de serveurs qui est maison.
Alors que nous, on va se passer plutôt sur des choses qui sont open source, plus faciles d'accès. Euh, HP va avoir des produits catalogues avec des configurations, on va dire, très standards. Voilà, on va prendre un serveur classique, un U classique pour le cloud, justement, et il n'y aura que 3 ou 4 différents serveurs ou configurations, 3 ou 4 façons de mettre la RAM, etc. Alors que nous, on va prendre ce même serveur classique et on va avoir une multitude de configurations. Alors que moi, quand les clients me demandent un catalogue, je rigole, je dis en fait, je peux pas parce que mon catalogue, c'est les pages jaunes. Voilà, il est épais comme ça, je peux pas parce que un serveur, je peux faire 200 configurations. C'est une Ouais, machine. On va passer sur la ouais. deuxième, on recommence, etc., etc. Donc ça peut aller très loin. Comme nous, on va pouvoir faire du sur-mesure et des beaucoup plus petites quantités, eh ben, les clients, ça va être en fonction de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une marque reconnue, connue, que tout le monde connaît, avec des garanties et puis des supports qui sont là, parce que HP, ils sont présents partout dans le monde, donc c'est sûr qu'au niveau support, ils peuvent avoir un technicien qui arrive en 2 minutes dans leur data center, ou est-ce qu'ils ont Mm. besoin d'une machine bien spécifique, extrêmement customisée, beaucoup plus petite que ce qui est possible dans le marché qu'on trouve chez les grands constructeurs. Alors dans ce cas, ils vont plutôt aller chez nous. Et alors ça, c'est pur produit. Après, il va y Mhm. avoir le service qui va arriver au-dessus. Est-ce que si on va chez HP, tu veux acheter une machine, ils vont peut-être te dire juste une. Non, mais bon, il faut aller chez le distributeur, on n'a pas que ça à faire. Mm. Alors que si on vient chez moi, bah, moi, je vais prendre le client en direct, je vais lui dire que bah oui, je t'aurai le devis dans 4 heures, et puis la machine, je te la sortirai dans 2 jours. Voilà, donc des fois, il peut y avoir des choses aussi au niveau du service qui sont un peu plus en accord avec ce que veut le client par rapport au produit, parce que le produit, c'est une chose, mais bon, bah, après, il faut la livrer, la machine, il faut la mettre en place et ce genre de choses. C'est deux pans du métier à voir. D'accord. Et en gros, dans les gros pourcentages, tu as quoi comme catégorie de clients? Oh là, alors on a vraiment de tout. On peut aller dans du très gros, puisqu'on a fait des super calculateurs pour des universités. Pour la recherche et développement. On est chez les cloud providers, les très grands noms voilà, qu'on connaît, que ce soit en France ou en Europe. On peut passer par l'intelligence artificielle, on est chez des grands groupes, on est chez des toutes petites sociétés, même des PME, même des startups qui ont juste besoin d'une machine parce qu'ils commencent et ils ont besoin d'un peu de puissance de calcul, sauf qu'ils ne savent pas quoi prendre. Alors on les conseille, on essaye de faire des choses un petit peu originales, un peu hybrides, un peu évolutives, qui peuvent commencer à mettre sous leur bureau, puis qui pourraient après raquer dans un data center pour éviter de la perdre. Voilà, on a vraiment de tout. On a des radios, on a le monde automobile, on a le monde de l'énergie, on a vraiment, c'est très très large. Et ça, c'est vraiment la typologie de client. Et après, dans chaque client, on peut rentrer dans le détail en disant, on peut faire du data analytique, on peut faire de la sauvegarde, on peut faire de l'intelligence artificielle, on peut faire des applications d'entreprise. Ça pourrait être par exemple faire tourner un CRM. Voilà, Mm. on peut après rentrer dans le détail et dire, bah voilà, on est rentré par la petite porte, nous on est dans un grand groupe par exemple, on s'occupe chez eux des serveurs pour la vidéosurveillance. Alors que ce n'est pas vraiment Ok. leur métier, hein. Mais Ouais. on fait ça. Mais ça aurait pu être le groupe concurrent et on aurait pu rentrer chez eux pour le stockage. Ça aurait pu être complètement différent. Donc il n'y a pas vraiment de typologie de client puisque techniquement, si on veut aller jouer jusqu'au bout, tout le monde, dans le monde entier, utilise des serveurs. On est actuellement Ouais. en train d'utiliser un serveur, nos téléphones utilisent un serveur, mes mails utilisent un serveur, etc., etc. Donc tout le monde utilise un serveur, qu'on le veuille ou non, même quand on est en train de dormir, on utilise des serveurs. Donc en fait, euh, on peut aller n'importe où. En réalité, il y a des serveurs partout, partout, partout. Donc on ne va Ouais. pas se priver pour aller partout, Ouais. D'autant plus que toi, avec DataForge, tu es flexible. Tu peux faire des complètement. petits, des gros, des moyens et Voilà, des énormes serveurs. Donc, c'est ça. oui, les catégories de clients, si je te demande tes catégories, il y en a plein et ça fait 3% de ça, 2% de ça, 5% de Ouais, ci. en fait, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, c'est très dur. Même si on va dire le gros du gros, hein, c'est quand même les plus gros consommateurs, ce sont les hyperscalers et les services cloud classiques. Bien sûr, une grosse tendance sur l'intelligence artificielle, hein, ça tout le monde l'a bien remarqué. Mm. Et puis après, on a quand même une bonne partie, mais ça c'est lié aux deux parce que forcément l'un va pas sans l'autre, quand même une bonne partie sur le stockage aussi. Ouais. Voilà. C'est, on Du va coup, dire, les trois grosses tendances. ok, c'est exactement ce que je voulais te demander d'ailleurs. Tu me fais une transition Ah bah, très parfaite. bien. Est-ce que toi, tu vois justement des transformations du marché? Je crois DataForge, vous êtes là depuis 2012 ou 16.
Alors ça dépend, officiellement ou officieusement, mais ça c'est une longue histoire parce que c'est une ancienne société. Avant, on était dans le jeu vidéo qu'on a retransformé avec mon associé. Ça c'est pour la petite histoire. Mais en Hmm, réalité, on fait du serveur depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Voilà. d'accord. Et en 3 ans, les choses, oui, ont déjà largement changé. Alors avant, j'étais déjà dans l'informatique, hein, puisque je viens, moi, de grands constructeurs asiatiques. C'est là que j'ai fait mes armes dans le monde du serveur. C'est pour ça que Hmm, j'en suis arrivé après à faire ma propre société. Mais les choses changent vite, puisque tous les ans, la technologie évolue, permet d'ouvrir des nouvelles portes ou même fenêtres, ou peu importe comment on va l'appeler. Même si des choses restent, la base reste plus ou moins toujours la même, mais les tendances vont changer. Bien sûr, toujours plus de puissance, ou alors la même puissance, mais on va réduire la taille, ou alors optimisation énergétique. Donc, encore une fois, on réduit la taille et la consommation pour la même puissance. Ça, c'est le gros, gros changement en ce moment. C'est un des gros débats. Ou alors après, c'est une tendance qu'on n'a pas vraiment vu venir, même si on l'utilisait depuis longtemps. L'intelligence artificielle, nous, ça fait 10 ans qu'on en fait et qu'on sait bien comment ça marche, qu'on utilisait dans le médical ou ce genre de choses, par exemple pour la prévention de cancer ou des choses comme ça. Mais là, quand ChatGPT est arrivé, c'est un petit peu plus parlant pour le public. Et là, il y a eu un buzz et une bulle qui s'est formée. Parce hmm, qu'il faut le dire, je pense, pour moi, c'est une bulle qui devrait hmm, peut-être pas tarder à éclater d'ailleurs. hmm. Mais tout le monde est rentré dedans. Et c'est vrai que là, on l'avait peut-être pas trop vu venir. Mais bon, comme on avait l'expérience, c'est qu'au fond, une machine d'intelligence artificielle, ça reste toujours une machine d'intelligence artificielle, que ce soit pour faire du LLM, de la De traduction, détection, peu importe. voilà, de la détection n'importe quoi, c'est toujours plus ou moins la même chose. Bon, c'est un peu comme dire que on était fabricant de voitures et maintenant, faut faire des camions. Bon, ça reste quand même un châssis, 4 roues et un moteur et un volant. C'est juste un peu plus gros. C'est pas très difficile en réalité. Voilà, c'est Mais, ces tendances-là qui arrivent. du coup, tu as quand même vu des gens qui se sont dit, moi, sur un U, j'aimerais pouvoir faire entrer 5 PB. Oui, Et après, qui sont revenus 2 ans plus tard et qu'on dit, bon, on aurait besoin de 5 PB cette fois-ci sur ce 1U. Et après, 10 PB, c'est ça. etc. Et à chaque fois, sur des 1U, les gens ne veulent pas grossir physiquement, mais veulent rajouter toujours plus de data. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont qui sont là depuis, ça fait 40 ans, qui sont dans le data center, qui connaissent, qui ont vu passer des antiquités avec des Des IBM tapes. AS400, voilà, des tapes qui existent toujours et des choses comme ça, et qui pensent, enfin, c'est normal, hein, après 40 ans, ils disent, bah, moi, je veux un serveur comme ci, comme ça, je veux un 4U, je veux 8 GPU dedans, et puis voilà. Et moi, je Mm, dis, ouais, mais vous savez que moi, ça, je peux le faire en 2U. Et les gens ils disent, mais comment c'est possible? Et je dis, si, maintenant on est capable, on a réussi à réduire la taille des choses en optimisant, on est capable de réduire et de faire quelque chose de bien plus optimisé. Alors ils tombent de leur chaise, ils trouvent ça formidable. Alors on a ce rôle de conseiller pour leur dire bah, qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être faisables, ou mm. parfois le client part dans une direction, persuadé parce que ça va vite, hein, on va sur Internet, sur Google, on tombe sur deux, trois forums. Je suis un ancien, je vais encore sur des forums, hein, ou alors sur deux, trois TikTok. Voilà, le TikToker dit qu'il faut absolument ci, il faut absolument ça. Souvent, c'est des gens qui disent on veut du matériel, ils commencent à vouloir des choses de gamer. Je veux Mm. un Ryzen 9, je veux une 4090 parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ouais, mais pour faire du serveur, c'est pas ça le plus puissant. Donc, on a aussi ce rôle à conseiller de dire on pourrait faire plutôt comme ci, plutôt comme ça, et à montrer que bah, il y a d'autres choses et que bah, qu'il vaut mieux aller par là. Et c'est comme ça aussi que le marché va se construire parce que bon, les hyperscalers et tout ça, eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent et tout est optimisé vraiment aux petits oignons parce que c'est vraiment leur métier. Quand on va dans le plus petit, c'est à nous de les conseiller, de prendre en exemple ce que font les hyperscalers en disant regardez comment eux ils ont fait, je vous souhaite d'aller là, donc voilà vers quoi il faut aller. Mm, tout à Voilà. fait. Mais justement, il y a une petite tendance que j'ai vue arriver il y a peut-être 2, 3 mois, quelque chose comme ça, chez AWS. Mhm. Et j'aimerais bien ton avis là-dessus. En fait, le truc, c'est que AWS a sorti il y a peut-être 6, 7 ans la catégorie avec le suffixe A pour AMD. Donc, historiquement, on a toujours eu du Intel dans le cloud, quasiment tous les clouds tournaient sur du Intel. Et depuis 6, 7 ans, AMD est back to the business et devient bien plus agressif avec des AMD EPYC, ROM, Milan, etc. sur le marché du data center et du cloud.
Et donc AWS avait acheté, et tous les autres ont pas copié, mais ont fait la même tendance d'acheter du AMD et de se dire, OK, le Intel, c'est le CPU élite, celui avec lequel vous aurez des super performances, avec lequel vous pouvez installer les librairies MKL et faire du calcul scientifique haute vitesse. Attention. Et le AMD bah, sera le CPU un peu moins cher que bah, si vous voulez du x86, bah, vous aurez du CPU et vous pourrez le payer moins cher. Et là, avec la dernière génération de VM Intel, en fait, ils ont inversé la tendance, où ils ont dit, bon, bah, maintenant, le AMD, c'est le plus cher et c'est aussi le plus performant. Et le Intel sera un peu moins cher, enfin, sera moins cher et sera moins performant que le AMD. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ce changement, ce switch de manière de vendre les choses chez Intel AMD? Parce que moi-même, perso, je me suis toujours dit que Intel était plus performant. Ça dépend sur quoi, faut pas non plus généraliser. Mais que les cloud providers avec AMD avaient la facilité d'avoir des CPU plus compacts, plus denses, avec plus de threads, et donc de pouvoir prendre plus de virtual machines, en fait. Oui. Et c'est pour ça que c'était un peu le CPU cheap, quelque part. Mais là, en inversant la tendance, je me dis, attends, les mecs, ils ont plus de CPU, plus puissants. Enfin, qu'est-ce qui se passe chez AMD, chez Intel, chez les clouds? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que ouais, c'est vrai que si on revient très loin en arrière, 20 ans plus tôt, c'est vrai qu'Intel domine toujours hein, le marché. Je sais que tout le monde, il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont pas bien, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'Intel a toujours entre 70 et 80% du marché du CPU, hein, même Mm, s'ils perdent quelque part de marché, certes, mais ils sont toujours les leaders. mm, Et comme ils ont été les leaders pendant longtemps, évidemment, comme tu le disais, toutes les librairies, les softwares et tout ça ont été très optimisés sur l'architecture Intel. mm. Puis AMD a fait des bons CPU, on a fait des mauvais. À un moment donné, ils sont arrivés sur l'architecture bulldozer qui a été une catastrophe, mais eux-mêmes ils le disent. Et c'est là que Madame Su est arrivée pour reprendre tout ça et dire maintenant on arrête les conneries, hein, excusez-moi, mais on va prendre une feuille blanche et on va recommencer le design du CPU à partir de rien. Et c'est là que l'architecture Zen est arrivée et qui a été donc extraordinairement incroyable puisqu'ils ont remis, comme tu disais, ils étaient back to the business, ils ont remis les cartes en jeu et là ils se sont vraiment frottés à Intel sur des CPU à performance équivalente, voire parfois supérieure, en fonction des usages bien évidemment. Alors au début, il y a eu un petit peu de mal à s'y mettre parce que forcément, les cloud providers, tout ça, tout le monde était sur Intel, on a l'habitude d'Intel, ça tourne sur du Intel, on va quand même pas prendre le risque. C'est vrai que ça peut être un risque de dire on va basculer toute une infrastructure. Mais bon, ça c'est la loi du marketing, il y a des gens qui décident, voilà, c'est comme le premier iPhone, allez, on va quand même essayer, moi j'ai envie, je vais prendre le risque, certains s'y sont mis. Puis avec au fur et à mesure les benchmarks qui sont sortis, au fur et à mesure que les gens essayent et puis se rendent compte que ça marche pas trop mal, ça a mordu un petit peu plus, un petit peu plus, et puis maintenant, ça commence à grignoter de plus en plus de parts de marché. Mm. Pour preuve, c'est vrai que moi, avant, on va dire, il y a 5-6 ans, je faisais 70% Intel, 30% AMD. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Je fais 70% d'AMD et 30%, même je dirais 20% d'Intel et 10% de ARM. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Intel et AMD, il y a encore les ARM, les RISC-V, etc., etc. Mm. Donc, le marché est en train de changer beaucoup au niveau du CPU. Alors, ça rend les choses plus compliquées parce qu'en plus, les cartes mères AMD, les cartes mères Intel ne se font pas de la même façon. Donc, nous, ça nous complexifie les choses en termes de design, etc. Ça peut rendre les choses compliquées. Mais le marché est en train de changer à ce niveau-là pour le bien parce que ça remet la concurrence un petit peu en place. Intel qui ils vont peut-être me disputer quand je vais dire ça, mais ils étaient un petit peu tranquilles sur se reposer sur le laurier, à changer. Allez, on fait le principe du ticket tac et puis voilà, on fait un petit upgrade, on a juste augmenté un petit peu la fréquence et puis voilà. Bon, Mm. là, ils ont dû un peu se secouer pour transformer un petit peu et se mettre eux aussi aux chiplets, se mettre à changer un petit peu leur architecture. Et du coup, se bouger pour avoir quelque chose de plus performant. Donc ça, c'est bien. C'est bien pour les consommateurs. Parce qu'on voit maintenant, ils ont le choix. Il y a une bataille qui peut se faire sur le prix, une bataille qui peut se faire sur l'architecture, sur plein de logiques, comme tu disais. On pourrait faire un dual socket en Intel, mais je peux faire la même chose en single socket AMD. Peut-être que ce sera moins cher, peut-être que ça consommera moins, peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera moins bien en fonction des usages. Donc, il y a plein de questions à se poser.
Et parfois, il y a du bon d'aller chez un, il y a du bon d'aller chez les autres, hein. Donc, ils sont bons tous les deux. Nous, on vend les deux, on ne prend pas parti, on est partenaire des deux, on est validé et certifié sur les deux fabricants. Si le client préfère du Intel, en général, quand on fait une cotation, en général, on met les deux. On dit voilà, si c'est du Intel, ça ressemblera à ça. Si c'est de l'AMD, ça ressemblera à ça. Et le client va décider au final parce que lui, il préfère peut-être l'un ou l'autre. Après, il peut y avoir évidemment des accords, hein. Il se peut qu'il y ait des accords passés entre Intel et certaines sociétés en disant voilà, si vous achetez que du Intel, vous avez l'exclusivité, vous aurez des meilleurs prix ou des designs custom. C'est aussi possible. On peut avoir accès à des choses qui n'existent pas sur le catalogue. Si vous en prenez des quantités phénoménales, je parle de plusieurs centaines de milliers d'unités, Mm. AMD ou Intel est capable de vous faire un CPU maison rien que pour vous. Mm. Donc, parfois, c'est aussi une question de gros sous. euh, qui peuvent jouer sur ces tendances-là. Donc, pourquoi Amazon un jour s'est décidé à passer sur AMD comme ça? Est-ce qu'il y a une histoire de gros sous? Peut-être, c'est pas impossible, parce qu'ils avaient de la demande, certainement. Et un peu de tout ça, je pense. Et c'est bien parce qu'au moins maintenant, les clients, ils ont accès à tout ce qu'il faut et ils ne sont pas verrouillés sur une technologie en particulier. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait que AMD soit bien plus performant chez AWS signifie pas que AMD est meilleur que Intel, ça signifie qu'AWS a sélectionné de meilleurs CPU AMD pour leur cloud qu'ils ont sélectionné de CPU Intel. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de choses à prendre en compte, que ce soit pour n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle machine à calculer, si je veux même aller dans très très large. Euh, je prends toujours cet exemple en disant on va prendre un CPU de téléphone et je vais prendre le plus puissant des CPU de PC aujourd'hui. Évidemment, pour faire du gaming, il vaut mieux le CPU de PC. Par contre, pour faire un GPS ou pour faire un téléphone, il vaut mieux prendre le CPU de téléphone parce que il est beaucoup plus optimisé pour. Ouais, Donc voilà, il ne faut pas dire que ça c'est le meilleur pas sur les benchmarks, ça dépend énormément de l'usage. clairement, clairement. Euh, Monsieur Blin, C'est moi. avez-vous une question? J'ai des questions. Alors, encore une fois, question non technique et question newbie. Mhm, Quand il y a devis, conception, etc., est-ce que vous aussi prenez en compte des problématiques qui sont surtout européennes, je pense. D'ailleurs, j'aurais une autre question par rapport à ça. Les questions environnementales ou de souveraineté ou d'autres choses, ou pas du tout. Vous vous occupez vraiment du montage et basta. non, c'est très important. Déjà pour les approvisionnements, on essaye de s'approvisionner le plus possible en Europe. Si possible même en France. Alors des fois c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. On essaie de faire travailler le plus possible de gens locaux autour de nous. Par exemple, notre logisticien est local, hein, il est vraiment à côté de chez nous. On essaie de garder une grande partie autour de nous pour plusieurs raisons. Un, pour de la souveraineté. Deux, aussi pour des raisons de coût. Parce qu'en Ouais. réalité, faire fabriquer et assembler en France, ça me coûte moins cher que de faire assembler en Asie. Je sais pour certains, ça semble curieux, mais en réalité, oui, ça me coûte beaucoup moins cher de le faire en France. Et ça permet après d'avoir une machine. Alors certes, il y a encore des technologies qui vont être asiatiques, américaines, européennes. Voilà, on va faire un petit peu ce mélange, même si on essaie de rester le plus dans l'européen. Mais ça va permettre d'avoir donc une machine pas réellement made in France, mais on commence à s'en rapprocher. Le but ultime, même si on pourrait y arriver, on a des sociétés qui savent faire des cartes mères et des CPU en France, on y arriverait. Les prix ne seraient pas les mêmes, les clients n'en voudraient peut-être pas parce que ce n'est pas la même puissance, ce n'est pas le même prix, mais c'est faisable. On aimerait bien le faire un jour. Mais on prend en compte tout ça et l'écologie également. Si on peut éviter d'acheter deux barrettes de mémoire qui viennent de l'autre bout de la planète alors qu'il suffisait d'aller les acheter à 10 km, c'est quand même plus Ouais. sympa, hein. Ouais, ouais. Et toi, du coup, est-ce que réciproquement inversé, non, si on inverse la demande, est-ce que aussi les clients imposent ou parlent de ces problématiques ou pas du tout? Oui.
aussi. Complètement. On a des clients, c'est très important pour eux. Ils sont très, très à cheval au niveau environnemental, au niveau distance, livraison et ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec eux pour optimiser. Donc on enlève les emballages superflus, on recycle tous les emballages. Bon, de toute façon, de base, on recycle tous les emballages parce que vous imaginez qu'on a énormément de cartons Ouais, chez nous. Donc tout ça, c'est plié, recyclé, etc. Et oui, les clients demandent ce genre de choses, nous demandent des prévisions de consommation des machines qu'on va leur fabriquer, combien ça va consommer réellement, combien ça va chauffer. Et donc, pour optimiser tout ça, pour essayer d'aller aux limites possibles de la machine, bon, sur certaines machines, on est capable de leur dire, ils peuvent supprimer la climatisation. On a des machines qui nous tiennent des environnements à 40 degrés, tranquillement. ok. C'est-à-dire qu'il fait 40 degrés dans le data center, pour enlever la clim, c'est pas grave, la machine elle continue de tourner. Ce qui permet d'enlever un certain coût énergétique d'électricité pour tous ces gens qui ont des salles de serveurs remplies jusqu'au plafond. Ouais, ouais. Donc ouais, on a beaucoup, beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc on fait très attention à ça. Ok. Et alors, au début, quand j'ai commencé à connaître Anthony, il m'expliquait un truc. Anthony Monté, fondateur de cloudmercato.com, C'est voilà, moi, expert en cloud computing. c'est moi. Il m'expliquait qu'en fait, c'était difficile de trouver de la main-d'œuvre qui s'y connaisse en hardware. Est-ce que tu approuves? Complètement. C'est très difficile parce que comme c'est un sujet où on peut aller dans le grand public et on peut basculer dans le professionnel parce que les bases sont plus ou moins les mêmes, c'est vrai qu'on a du mal. Quand on recrute chez nous, une des premières questions, c'est est-ce que vous savez monter un ordinateur? C'est déjà un premier gros indice, même si on peut l'apprendre, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pièges, il y a tellement de choses à connaître, il y a tellement de complications qui peuvent arriver d'un coup Ouais. qu'il faut avoir trempé dedans un petit moment pour que ce soit au niveau software ou hardware d'ailleurs. Hein. Je connais Ouais. beaucoup moins le software, mais je sais que c'est à peu près pareil. C'est vrai que c'est très dur de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Alors nous, on les forme, mais ça prend du Il temps. faut On quand même sait une que ça base. va prendre du temps, mais il faut quand même un début, une base, parce que quand on arrive et que je commence à expliquer ne serait-ce que le début d'un ordinateur, alors on prend une carte mère, on met un CPU. C'est quoi un CPU? C'est que des anagrammes, c'est que des termes anglais. On a déjà dégoûté des gens au bout de 3 jours qui disaient non mais en fait non mais c'est pas possible, c'est trop, j'y arriverai jamais. Ah oui, ok. Donc oui, c'est dur, c'est très dur. Ah ouais, j'ai vu que sur le site, vous êtes à Orfelden. Je sais pas si on le dit à l'allemande ou à Exactement. Si, l'alsacienne. si, 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 bah à l'alsacienne, mais oui, on dit Björkfelden, oui. Orfelden aussi, ok. Voilà. On est les voisins de Euh, Météor, la Météor, c'est bière, quoi? C'est la bière? Ok. la bière Météor, voilà. Ok. Je pensais à Prométhée aussi. On avait fait un podcast avec aussi des Alsaciens. Ils sont aussi dans le Bas-Rhin, je crois. Au Rhin ou Oui, Bas, je sais plus. oui, Je vois aussi San Diego. Alors oui, là, c'est comme Melun, Los Angeles, hein, je m'excuse, mais c'est ça. c'est en dehors entre deux salles, deux ambiances. San Oui, Diego, en fait, il s'occupe que des ventes, c'est ça? oui, oui, oui. San Diego, donc c'est le cofondateur de Dataforge qui est franco-américain, enfin plus français Ok, qu'américain, qui habite là-bas et donc qui a le bureau de vente en Californie parce que bah, là-bas, c'est quand même aussi un très très gros marché. Donc ouais, il c'est faut être clair. présent. Oui, c'est pour ça qu'on a déjà un bureau de vente en Californie. Voilà. Ok, bon, alors déjà, c'est la classe. Et second, vous, votre marché, alors il est plus européen, plus américain ou Alors oui, on va dire que le plus gros du marché est plutôt européen. On vend plus à l'export qu'en France, ce qui est Ok, assez dingue. Mais oui, on fait 70% d'export à peu près et 30% de France. ok. Tout à l'heure, tu avais parlé d'un truc, c'est de l'IA. Alors là, je switch, je passe du Coca Light, Mhm. mais tu parlais de l'IA et qu'il y avait une bulle. Alors moi, Oui. je suis plutôt aussi d'accord, je pense. Après, on peut être. Je vais pas faire le Cassandre, mais à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand la bulle va exploser? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit on va se retrouver avec... moi, je vois ça comme la bulle Internet des années 2000. Ouais, Sauf qu'au lieu de se retrouver avec plein de sites web en carafe, on va se retrouver avec plein de machines et plein de hardware d'occasion. Alors, ça va être le bon plan pour ceux qui vont vouloir récupérer du matériel pour pas cher. Il va y avoir beaucoup de sociétés qui vont peut-être pas y arriver, qui vont peut-être faire faillite. Enfin, ça, c'est le lot de n'importe quel business. Mais
Et Nvidia, sans vouloir trop les nommer, vont devoir trouver autre chose. Voilà, je pense. Bon, le compute et tout ça, il y en aura toujours, mais c'est clair que là, ils s'en mettent plein les poches. Tant mieux pour eux, c'est bien, ils Ouais. en profitent. Mais peut-être que ça va changer. Heureusement, ils ont racheté Mellanox il n'y a pas longtemps, donc ils ont toujours la division réseau. Les GPU, ça continuera. Mais bon, je pense qu'il va y avoir une petite baisse de régime au niveau de l'IA dans, je dirais, une bonne année. D'accord. Donc là, tu fais référence aussi au GPU, tout ce qu'on dit souvent aussi avec Anthony, avec les alternatives pour la Et moi, génération, c'est Anthony, justement. Et toi, justement, bah tiens, Anthony, toi, t'en penses quoi, toi? de Est-ce qu'il la y a bulle, bulle et est-ce qu'il y a, quoi que c'est, qu'est-ce qui va se passer quand la bulle, elle va exploser? qui va se passer, je sais pas forcément. Pour moi, il y a grosse bulle et ce que je me dis, c'est que déjà, il y a deux marchés du GPU. Il y a le marché avec le SXM, c'est-à-dire des grosses plateformes GPU ou qu'on peut voir chez les clouds où tu achètes une machine, tu as 8 GPU d'un seul coup. Et il y a les PCI Express. Et c'est deux marchés différents parce que si on prend les SXM, c'est surtout fait pour l'inférence de très gros modèles, type les LLM, quand tu as besoin d'avoir au moins du 160 Go de RAM sur tes GPU. Et le PCI Express, bah, tes cartes, elles font 80 Go maximum et tu peux tout faire tourner pour faire de l'inférence. Donc du coup, il y a ces deux marchés-là. Et je pense pas que les gros, parce que le marché du SXM, il est surtout fait par les gros cloud providers, AWS, Google, Azure, Huawei, Alibaba, etc., etc. Et eux, je pense pas qu'ils vont s'effondrer, mais à un moment donné, la hype pour le LLM, elle va quand même se baisser, je pense. Il y a plein de gens qui vont se dire, oui, bon, bah, j'ai compris que je pouvais pas entraîner un fine-tuner à moins de payer 50 euros de l'heure. Donc, il y a plein de gens qui vont se déhype. Et in fine, pour faire du RAG, bah, il faut des techniciens. Donc, on en retourne au paradigme d'avant, où bah, tu veux faire une startup, peu importe la techno, il faut que tu achètes un technicien et rien d'exceptionnel, quoi. Donc, Question de sous-sous, quoi, encore une fois, et je de pense pas que compétences. la bulle, Ouais, elle va éclater, mais en tout cas, elle va se dégonfler de manière assez vite, je pense. oui, 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 oui. C'est à peu près ça. Je le vois à peu près comme ça. Parce que, comme tu disais, les grosses machines à base de SXM4, 5, etc., etc., c'est vrai que c'est surtout les très gros qui peuvent se permettre d'acheter ça. On a de la demande, on peut en fournir, mais quand les gens voient le prix, ben, comme la bulle, il se dégonfle rapidement. Parce que ça coûte quand même plusieurs centaines de milliers d'euros et ça nécessite un sacré gros investissement. De se dire, ça va falloir le rentabiliser très vite. Donc, ils basculent sur des choses un peu plus accessibles. Après, bon, on parle beaucoup de LLM, absolument, mais les gens ne voient que ça. Mais il ne faut pas oublier que l'IA, il n'y a pas que ça. Hein. Mm. Les banques l'utilisent beaucoup. Mm. Bien avant, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un des grands remparts contre la fraude bancaire. Ouais. Dès qu'il commence à voir, le robot commence à voir quelque chose d'un petit peu original ou pas normal, il va commencer à bloquer pour vous protéger votre carte bleue et bloquer les transactions. Donc ça, c'est très utilisé, ceux qui font du trading. Faut quand même, je tiens à le rappeler, que c'est quand même une IA qui a développé le premier vaccin contre le Covid. Il ne faut pas oublier qu'AstraZeneca, c'est une IA qui l'a pondu. Je sais que ce n'était pas le plus efficace, mais il faut quand même noter que c'est une IA qui a donné les bases. Je ne Donc, comme savais quoi pas. l'IA, ça va pas mourir. C'est sûr que c'est l'avenir. C'est vraiment, c'est Bill Gates qui disait ça. C'est la prochaine étape. C'est comme le moment iPhone, voilà pour l'IT. L'IA, c'est sûr on va la voir. Ça y est, on est dedans et on va la voir maintenant pendant jusqu'à la fin des temps, etc. Maintenant, ça va peut-être se remettre un peu. C'est comme on a eu la bulle Internet. Voilà, C'est ça. on va enlever un peu ce qui sert à rien. On va remettre les choses maintenant correctement, ce Mm. qui est normal. Ce qui est normal. Donc, mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je suis assez content de voir comment ce que ça va donner. Je suis assez excité de voir ce que ça va donner. Et je trouve ça très intéressant. Et à mon avis, ça va vraiment être un gros plus pour l'humanité. Ouais, Ok. mais il y a quand même un truc qui est marrant là-dessus sur l'IA. C'est oui, ça va être un plus. Il y a une bulle, mais en réalité, la bulle, c'est peut-être plus Nvidia que l'IA. Oui. Et Oui. tu as dit une phrase intéressante, Clément, qui était que on va replacer les choses où est-ce qu'elles sont. Et je le répète, peut-être que je l'ai dit 12 fois alors qu'on est au mois de mai déjà, mais un GPU, ça s'appelle Graphical Processing Unit. Ça s'appelle pas IA Processing Unit.
et ça consomme 300 watts pour une carte lambda pour faire tourner votre modèle. C'est des graphiques. Maintenant, il y a plein d'autres hardware. Tout n'est pas ouvert, tout n'est pas open source, tout ne s'achète pas comment on appelle ça, sur étalage, Oui, sur étagère. sur étagère. Tout ne s'achète pas sur étagère facilement pour faire tourner de l'IA. Mais il y a beaucoup d'autres solutions qui consomment moins, qui peuvent aller aussi vite et qui peuvent correspondre à pas mal de gens. Donc, pour en revenir à Intel qui avait une domination tout à l'heure, bah, Nvidia a une domination aussi. Et je pense que dans les prochaines années, ils vont bien se détendre avec tout ce qui va sortir. Je pense que Intel va gratter sur Nvidia. Je pense que AMD va gratter sur Nvidia. C'est Pas pas dit avec qu'il y ait quelqu'un d'autre, Radeon, hein. mais ou C'est quelqu'un pas dit que d'autre. quelqu'un d'autre arrive. Ampère est en train de creuser Mm, petit à petit et de gagner des parts de marché. C'est pas dit qu'il y a encore d'autres gens qui arrivent. mm, Ça s'est passé comme ça dans les années 80, quand il y avait IBM qui était au-dessus de tout le monde et il y avait plein mm, d'ordinateurs. J'en ai oublié les marques, j'étais même pas né, mais mm. je sais qu'au Texas, etc., on avait plein de marques à droite à gauche d'ordinateurs. Bon, bah, petit à petit, ça a été racheté, re-racheté, fusionné, ça a disparu. Puis bon, bah voilà, au bout d'un moment, le marché s'est fait. On a eu la même chose avec les disques durs. Avant, on avait du Maxtor, on avait du Samsung, on avait plein d'autres marques, on avait AGST, Hitachi, tout ça, ça a fusionné. Maintenant, on a Western Digital, on a Seagate et on a Toshiba, et puis c'est fini, il n'y a plus personne C'est d'autre. fini. Donc peut-être que ça sera pareil. Ça peut soit l'éventail s'ouvrir complètement et avoir d'entreprises, soit se refermer et avoir plus que trois ou quatre acteurs dans le marché. On verra. Si on le savait, bah, ce serait bien, mais on ne le verra que dans le futur, comment ça va se dérouler. Et une petite question, t'as pas de client qui demande du Apple? Si, c'est arrivé une fois, sauf que c'est quasiment infaisable parce que en termes de refroidissement, ils utilisent des façons de faire et ça se met pas dans un data center. En gros. Donc Ok. non, on ne fait pas ça, puis c'est pas très souverain non plus, hein, Apple. Donc, mais on l'a eu une demande, on a essayé, mais je connais un très gros hyperscaler qui a essayé aussi, et je leur ai demandé conseil parce que je savais, et ils m'ont dit, Clément, n'y va pas, ne le fais pas, non, non, parce que nous on a essayé et c'est trop compliqué, donc laisse tomber. Ouais. Donc je les ai écoutés et j'ai laissé tomber. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça doit être méga chiant. Le seul truc que je vois chez Apple, c'est que avec leur NPU et leur refroidissement, c'est pas un refroidissement passif, c'est juste qu'il n'y a pas de refroidissement plutôt. On atteint du 50 watts maximum, donc ça c'est intéressant. Mais comme tu dis, c'est pas fait pour les data centers. Non, Le truc, quand tu l'allumes, il faut un écran et taper son mot de passe. voilà, voilà, Ou avoir une IA qui tape le mot de passe, qui fait des trucs automatiques, donc partir loin, faire des trucs de fou, juste pour voilà. avoir un PC dans un DC. C'est ça, c'est ça. Et ça fait très cher pour pas grand-chose et du coup, les gens préfèrent revenir à des choses plus standards. Ça Tout ira à plus fait. vite. Et tu as des clients qui te parlent aussi de concevoir, de designer les machines avec le cadre de l'Open Compute Foundation, ou je sais plus comment ils s'appellent, ces gens-là. L'OCP, Ouais, ouais, Open ouais. Compute Project. Mm. Il y a de la demande un petit peu. Alors ça aussi, il y a eu pas mal de demandes avant, sauf que récemment, on a été invité par Asus et AMD Mhm. pour discuter un petit peu de tout ça. Et eux, ils ont fait une étude bien plus poussée pour voir le marché de l'OCP. Et il est clairement en chute libre. Mm. Donc aujourd'hui, l'OCP, alors l'idée est vraiment excellente. C'est vraiment formidable à assembler tout ça. C'est très bien pensé, c'est très bien conçu. Mais le problème de l'OCP, c'est que, enfin, le hardware en général, c'est que bon, ça reste presque inconsommable. On va l'acheter, on va l'utiliser pendant 5-7 ans, puis après, on va le remplacer. Si possible, si on peut revendre notre hardware précédent, Oups. C'est une la dimension. coupure. Ah non, si, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Ça s'est arrêté où? Si on peut le revendre, tu disais. Voilà, on peut revendre. Idéalement, le hardware, c'est bien de pouvoir le revendre. Il a une seconde vie parce que ça peut continuer de tourner pendant 15 ans. Mm. Mais l'OCP à revendre, c'est plus compliqué parce que ça nécessite un data center bien spécifique. Ça nécessite des racks bien spécifiques. Et si vous ne les avez pas, eh ben, vous n'allez pas l'acheter. Et du coup, il y a très peu de gens qui l'ont, à part Facebook, à part Google et des gens comme ça qui ont les moyens et puis qui vont le développer eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous allez retourner, on va dire, dans des sociétés un petit peu plus accessibles, l'OCP, il n'y a pas grand monde qui en a.
Donc c'est très bien, mais il y a le billet d'entrée est trop compliqué à avoir. Et une fois que vous l'êtes, bah, c'est pas que vous êtes piégé, mais on va dire que vous êtes obligé de choisir votre camp presque. Et vous devez vous y Ok. tenir. Ouais. Donc, c'est bien, mais ça n'a pas été adopté massivement. Et comme je dis toujours, le marché a toujours raison. Donc, depuis le temps que ça existe et que nous, c'est 1% de ce qu'on vend. Donc, 99%, c'est du classique 19 pouces. Là, l'OCP, c'est du 21 pouces. Voilà, si ça fait des années que ça existe et le marché n'en veut toujours pas, j'en conclus que voilà, c'est bien, mais à mon avis, ça ira pas plus loin. Ok. Et petite question un petit peu indiscrète. J'imagine que tu as une relation avec Nvidia, Bien sûr, très que, privilégié. voilà, que tu es client bronze premium, partner platinum. Élite, tout ça, tout ce que tu veux, voilà. J'ai tous les badges, j'ai tous les pins, là, voilà, tu peux les voir, j'en ai partout, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Jusqu'à avoir des médailles dans le dos. Oh là là, jusque derrière. Et, et du coup, toi, en tant que partenaire, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte d'être partenaire Nvidia? Vie de Jean-Claude lambda qui se dit, bon, bah, moi, je veux juste acheter des CPU Nvidia et je vais aller voir Asus ou peu importe Mhm. et trouver ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'être partenaire Nvidia? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, plein de choses, en fait, plein de bonnes choses. Premièrement, des formations. Parce qu'on doit passer des certifications qui sont parfois très poussées et très complexes. Donc, une fois qu'on les a, on connaît bien leur monde, que ce soit au niveau GPU, que ce soit au niveau réseau, parce qu'ils en font aussi, il ne faut pas l'oublier, ou même CPU, parce qu'il ne faut pas oublier que Nvidia fait aussi du CPU. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que techniquement, après, on est vraiment en béton armé, on connaît vraiment tout. C'est-à-dire qu'un client me dit, je veux faire de l'inférence, clac, ça jaillit tout de suite, on sait quel GPU mettre en face. Voilà, on met une T4, voilà, on met un truc comme ça. On ne va pas mettre une A100 ou ce genre de choses. Ça va tout de suite, ça va plus vite. L'autre point aussi, c'est qu'on a un très gros support avec NVIDIA. En cas de problème, en cas de difficulté, en cas de besoin de support, ils interviennent immédiatement. Voilà. On veut installer quelque chose, on ne sait pas comment faire, on claque des doigts, on a une équipe qui vient, pas en hélicoptère, mais c'est pas loin, pour nous aider. Ah, ça recule. Ah, ça a peut-être sauté encore. C'est Ça un a sauté, concurrent voilà. Nvidia qui est en Ouais, train c'est un de concurrent censurer. NVIDIA. Le client a acheté une machine qui est validée et certifiée NVIDIA. Il n'arrive pas à faire tourner son modèle. NVIDIA vient et va essayer de lui montrer, de lui expliquer comment le faire tourner et va l'aider. Quitte à même l'optimiser. Et puis après, autre gros avantage, les prix. C'est-à-dire que moi, La concurrence n'est pas d'accord. Il y a sujet sensible sur la que concurrence. j'achète via par divers canaux et grâce à Nvidia, je les ai pas. Voilà, on a des actions. Nvidia nous donne du budget pour développer notre business. Donc en fait, Ouais. Nvidia, il faut le reconnaître, si tu nous regardes Nvidia, ils sont très très cool. Ils abusent peut-être de leur position pour certains, je ne sais pas, mais leurs produits sont bons et ils aident vraiment leurs partenaires. Ils ne les laissent pas tomber. On a des appels réguliers avec eux. On est tout le temps suivis. En moindre problème, ils sont là. Voilà. Ça, c'est des sociétés avec lesquelles on aime bien travailler parce que voilà, on est toujours entre de bonnes mains avec eux. C'est cadré de A Mais à Z. c'est Et- Ouais, mais c'est pareil chez AMD, hein. Chez AMD qui fait ses GPU et ses CPU et tout ça, c'est pareil. Il y a des certifications, il y a du suivi, il y a des calls réguliers. Qu'est-ce qu'on fait? Des updates de roadmap, des choses. Voilà, ça c'est toutes les grandes marques en général l'ont bien compris et font ça. Donc ça c'est top. c'est super intéressant comme feedback, ce que tu me donnes là. Un autre type de feedback que j'aimerais avoir, c'est la consommation des machines. Est-ce que ça fait du 5 litres au 100, du 20 litres au 100, 5 litres en termes de watts plutôt? Sur route ou Euh, autoroute? Exactement, parce que le problème est toujours là, que Mhm, il y a la VM, enfin la machine, le bar métal sur route, sur nationale et sur autoroute. tout à fait. Toi, tes clients, j'imagine, viennent te voir. Est-ce qu'ils ont des budgets watts
à se dire on peut pas se permettre de consommer plus de, je sais pas, 10 kilowatts pour faire tourner nos machines dans notre DC, notre Oui, mini DC à la maison, ce genre de choses. oui, on a ça. Ils sont limités parce que, par exemple, c'est pas leur décès. Ils Ouais. vont louer un espace de colocation, ils ont un quart de baie, et le quart de baie, c'est pas plus de, je sais pas, 2000 watts. Donc, nous, il faut qu'on arrive à faire entrer là-dedans 2000 watts. Grand maximum switch inclus, etc. Voilà, tout ce qui va derrière. Des fois, on a des no limites aussi. Alors là, par contre, on peut monter à des. J'ai déjà fait sauter les plombs du quartier parce que j'ai branché une machine qui consommait 20 000 watts. Bon, bah voilà, j'ai tout fait péter. C'est pas grave. Mais oui, on a de tout. On a des machines qui sont très très peu gourmandes, qui consomment qu'une petite centaine de watts, Mm. jusqu'à des machines qui vont consommer voilà, du 15-20 000 watts. C'est vraiment, c'est pareil, on est en train de comparer un vélo avec une Formule 1. Ouais, ouais, tout Mais à fait. encore une fois, comme tu disais, ça dépend toujours de l'usage. Ouais. On n'en voit pas le scooter sur l'autoroute. Non, non, tu iras pas loin. Donc ouais, ouais, c'est ça. Et ces machines qui consomment très peu, moi j'ai souvent en tête directement du ARM ou du risque. Toi, tu penses qu'ils vont avoir une grosse émergence sur le marché, notamment pour l'ARM? Bon, c'est déjà en route, mais tu penses que ça peut aller jusqu'à où? Parce que là, le frein était surtout de se dire on n'est plus sur la même architecture, on va devoir recompiler toutes nos libs. 90% des libs des softwares sont présents en ARM maintenant. Oui. Euh, Tu penses que l'ARM peut aller beaucoup plus loin, que c'est une question de marketing ou c'est une question de... Oh là, oui. C'est alors, faut pas oublier que l'arme est très présent déjà actuellement, dans tout ce qui est mobile, c'est de l'arme, donc maintenant Ouais. il y en a partout en réalité, nos tablettes, nos téléphones, voilà, il y en a partout, dans nos Mm. voitures. Beaucoup moins, on va dire, dans le PC, compute, serveur, mais c'est en train de prendre une plus grande place. À quoi je le vois? Alors nous, on fait beaucoup de CPU, donc de marque Ampère, c'est du ARM. Quand je vais dans les salons, avant ils avaient un tout petit stand, maintenant c'est devenu un gros géant, un gros stand face à Intel. Donc je me dis c'est que donc c'est en train de prendre en puissance. Nous, on a de plus en plus de demandes, à tel point qu'on a développé nos propres machines avec du ARM. C'est-à-dire qu'on a Ok. eu des demandes, voilà, justement à cause de la consommation, parce que le client voulait un CPU 32 cœurs. Sur Ampère, le 32 cœurs, il consomme 45 watts, alors que le 32 cœurs chez Intel ou AMD, on va aller sur les 180 watts. Mm. Donc, du coup, la différence, elle est flagrante. Pour certains clients, c'est essentiel d'avoir quelque chose comme ça. Donc, ouais, la consommation est sacrément réduite pour des performances équivalentes. Donc, oui, ça va grossir de plus en plus. Nous, on a de plus en plus de demandes. C'est vraiment régulier. Ça monte tranquillement, petit à petit. C'est pas un gros boom comme l'IA où c'est parti d'un coup. Ça Mm. monte petit à petit et ils vont y arriver. Et je leur souhaite parce que c'est vraiment chouette à utiliser. C'est bon, on ne voit pas en réalité vraiment de différence quand on utilise son ordinateur ou son serveur, mais c'est juste le principe de dire j'ai un truc différent. Mm. Mais ça marche très très bien, ça marche très très fort, hein. Ça, si vous pouvez l'essayer, il faut le faire. Et du coup, les cloud providers, par exemple, enfin, AWS fait son Graviton, même Apple fait son, je crois que c'est Silicon, c'est comme ça Mhm, qu'ils appellent mhm. l'architecture. Tous ces gens-là, si vous ne le savez pas, ils ne sont pas fondeurs. Ils payent une licence à ARM et ensuite ils payent un fondeur avec cette licence pour faire ce qu'ils ont besoin, un SOC, un CPU ou peu importe. Euh, Ce que je vois quand je benchmark les armes versus les x86, c'est que souvent pour les tâches vraiment basiques, le ARM va me proposer des performances meilleures. Cependant, quand je vais chercher des applications un peu plus évoluées, in fine, ça se retasse et on retombe plus ou moins dans les mêmes eaux. Comment t'expliques qu'un truc soit plus doué à faire simple et pareil à faire plus compliqué? Eh bien, tout simplement à cause de l'architecture. C'est fait de manière différente. En réalité, c'est un peu, je reviens à ce que tu disais avant, on va reprendre les GPU. Les GPU, c'est très bon pour faire du graphique. Un CPU, avant, un CPU, ça sait en faire aussi, hein, Mm. mais plus difficilement. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas forcément de la même manière. Ça n'a pas été construit de la même manière. Ça ne calcule pas de la même manière, tout simplement. Et Mm. les ARM, c'est aussi à cause de ça. Donc, en gros,
un ARM est capable de bien travailler sur effectivement des tâches bien spécifiques, parce qu'on peut le programmer pour ça, alors qu'un CPU va être de x86, hein, va être plus généraliste. Il peut, en gros, il sait à peu près tout faire correctement. Maintenant, il ne va pas forcément être excellent dans un domaine. Alors que le ARM, on va être capable de le dire, toi, tu seras excellent là, par contre, le reste, tu seras nul. Voilà, je vulgarise et j'y vais vraiment, hein, je fais vraiment Oui. très 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 simple, hein, c'est bien plus compliqué que ça, mais vulgairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pareil pour un GPU. Si on devait mettre pour les gamers, un CPU, on va dire, on va prendre un Intel ou AMD X86, c'est un sniper. Un GPU, c'est un shotgun. Voilà. C'est très bien prêt, ça va faire beaucoup de dégâts. Par contre, il faut aligner la cible qui est là-bas, là, bien plus loin. Ouais, ouais, on peut tirer très vite avec son sniper aussi, hein, mais bon, voilà, chacun va avoir son domaine dans lequel il va être meilleur. Voilà, donc les gens qui jouent à Doom et tout ça, ils vont comprendre. Et ARM, ça va être pareil. C'est pareil pour le RISC-V, c'est pareil pour les FPGA, c'est pareil pour tout ce type de genre de CPU qu'on peut programmer, reprogrammer, etc. Certains sont plus doués pour certaines choses que d'autres. C'est comme les voitures. Et, Voilà. et le risque. Oula, c'était bizarre. J'ai pas essayé de faire une blague, mais la phrase, elle était bizarre. Les CPU risque ils sont où sur le marché? Qu'est-ce qu'ils font? Scaleway, il y a pas longtemps, ont sorti une gamme risque. Et je suis en train de les tanner pour qu'ils viennent nous en parler, d'ailleurs. Mais pourquoi faire? C'est la Bah, question que j'ai envie de leur poser aussi. là, Pourquoi faire? et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah là, j'ai pas de réponse. Ça reprend un peu aussi, comme tu disais, où en fait, ils veulent aussi être un peu indépendants. On a sa propre architecture, on va faire fondre la puce et on maîtrise le modèle d'un bout à l'autre, comme Apple. Ouais. Oui. Apple, ils ont raison de faire ça parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne et du coup, ils peuvent faire comme ils veulent et surtout optimiser comme ils ont envie avec leur logiciel, leur software, etc. Donc, c'est ça qui est très bien. Euh, Le RISC-V, c'est aussi un autre type de CPU qui peut, comme le ARM, être programmable. Et ce qu'il y a, c'est que comme ARM, c'est britannique, il y a des problèmes. On imagine que les Chinois, il y a peut-être des choses là, parce qu'il y a ARM Chine qui a été peut-être plus ou moins séparé. On ne sait pas trop comment ça se passe et tout ça. RISC-V semble être quelque chose peut-être d'un peu plus stable. C'est aussi plus ouvert. Beaucoup d'universités fonctionnent dessus, travaillent dessus. Mm. Peut-être que c'est plus ouvert. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en conception de CPU, hein, ça c'est un autre métier, mais je pense qu'il y a des intérêts à aller sur le RISC-V, peut-être parce que c'est aussi un peu plus européen et un peu plus souverain, justement. Même si j'ai plus connaissance en carte mère ARM que de carte mère en RISC-V, donc je ne sais pas. Je sais que les Russes aussi, on sont en train d'essayer d'avoir des puces en RISC-V. Ce que j'allais dire, je crois qu'ils ont sorti leur premier CPU, c'était un risque 5. Voilà, donc je ne sais pas si Baikal est toujours en vie ou pas, il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient fait faillite, Mm. mais c'est une bonne chose, ça remet aussi encore d'autres concurrents dans la boucle, Ouais. et moi j'ai hâte de voir ça, ouais. Mm. Je crois qu'il y a aussi un gars sur Minecraft qui a fait un risque avec le moteur de Minecraft ou je sais pas quoi. Oui, c'est possible, tout est possible avec ça, c'est comme ça, c'est une licence, et puis après on décide de faire un CPU un peu comme on veut, donc... Mais c'est aussi par là que l'avenir va aller, oui, oui, oui. Le monde du compute va aller dans ce genre-là. Mm, tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, le RISC-V, c'est une architecture CPU qui est utilisée dans pas mal d'équipements embarqués. Si on prend un PC moderne, en fait, il y a déjà du RISC-V dedans. Parce que par exemple, souvent les disques durs, la petite unité de calcul, c'est du RISC-V. Il peut y avoir beaucoup de machins en fait qui ont des petits CPU qui consomment vraiment que dalle et qui sont spécifiques à une fonction. Bah, on utilise du RISC-V. Après cette petite introduction de Père Castor Informatique, Jérôme, est-ce que tu as d'autres questions? Toujours, encore et toujours plus. Toujours. Tiens, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Russie, Chine, etc., Europe. Est-ce que l'informatique, c'est de la politique? Complètement. Ouais, hein. On est très surveillé.
on est très, très surveillé. On doit remplir des papiers et on doit faire des déclarations à divers gouvernements et divers services secrets pour expliquer que oui ou non, on ne réexporte pas dans des pays, que non, ça, on n'a pas le droit de le faire, que parce que tout ça peut être utilisé à des usages militaires, nucléaires et j'en passe et des meilleurs. Nous-mêmes, on fournit énormément d'entités gouvernementales françaises et européennes. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on doit faire, etc. Donc, oui, ça, c'est très, très, très politique à ce niveau-là. Par exemple, voilà, il est interdit de vendre des puces avec une certaine puissance de calcul qui sont d'origine américaine en Chine. C'est interdit. Voilà, il ne faut pas le faire. Voilà, si on le fait, on est foutu. Hein. Arme de guerre. Arme de guerre, voilà. Bien évidemment, toute l'informatique est prohibée, est interdite à vendre en Russie. Donc voilà, là, vous pouvez même pas vendre une clé USB, c'est fini. Voilà, vous pouvez pas. Mais il n'y a pas que eux. On entend parler d'eux, mais en réalité, il y a des sanctions, il y en a beaucoup plus. Il y a des pays que vous n'imaginez même pas. On n'a pas le droit de vendre non plus là-bas. Des pays en Afrique, des pays en Amérique du Sud, des pays, il y en a partout sur tous les continents. Donc, Parce on que doit j'allais faire dire, on très se concentre attention. souvent sur le trio, mais en fait, c'est tout le En monde, réalité, non. entre guillemets. Et donc, il faut qu'on fasse aux sanctions américaines et aux sanctions européennes. Voilà, donc il faut bien naviguer là-dedans. Comme nous, on fait beaucoup d'exports, il faut qu'on surveille, qu'on soit toujours à jour pour ça. Donc ça, c'est une des premières parties au niveau politique. L'autre partie politique sur laquelle on essaye de travailler, nous, en fond, hein, d'ailleurs, on va aller prochainement voir notre ministre pour en discuter, pour essayer d'avoir des solutions plus souveraine et éviter que l'Europe dépende toujours des technologies américaines ou chinoises et de dire qu'on essaie de faire un peu de lobby dans cette direction pour dire arrêtez d'acheter des serveurs Dell, arrêtez d'acheter ce genre de choses parce que en réalité en Europe, on pourrait déjà le faire nous-mêmes. Ouais, il y a Et la donc vous capacité. auriez plus de problème. Voilà, on pourrait. Il y aurait plus de dire ah bah oui, mais on sait Huawei, peut-être qu'ils nous espionnent. Ah bah oui, mais avec ça, peut-être qu'ils nous. Oui, bah alors achetez donc européen, puis il y aura plus de problème. Ouais, il faut arrêter de vivre Voilà, dans le donc doute et. Ouais. voilà. Il y a une autre question, rien à voir, mais c'est une question double, je sais pas comment, ambivalente, je sais pas comment on pourrait dire. Bref. 2000, Hum. je crois que l'année dernière, ou je crois que c'était l'année dernière, on disait que les tendances pour 2023-2024, c'était le edge computing. J'ai vu sur votre site, le edge computing, c'est quelque chose qui vous parle aussi. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment un sujet tendance de votre côté, le edge computing? Et second, ça amène une question plus large qui est que vous, avec votre position, vous êtes, on va dire, au début de la chaîne, entre guillemets, dans les débuts de chaîne, on va dire, est-ce que ça vous aide à voir le futur du marché? Ce qui va se passer sur le marché? Alors, exactement. Alors, je vais répondre donc à l'inverse. Effectivement, ça nous permet de voir, de voir vers où le marché va aller et potentiellement ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Et donc, le edge, oui, c'est une tendance. C'est pas vraiment une tendance. En réalité, c'est bien implanté et Hmm. ça va certainement aller encore plus loin pour diverses raisons. Pourquoi? Alors, pour les gens qui ne savent pas le edge, il fut un temps, en fait, il faut prendre notre donnée. Pendant un temps, la donnée était calculée au plus près de l'utilisateur, ou votre ordinateur. Puis petit à petit, on l'a éloignée dans le data center. Et maintenant, elle est très loin, ou plutôt, elle est trop grosse. Et du coup, maintenant, on a créé l'entre-deux, ce qui s'appelle le edge, où on va précalculer ou aider le calcul plutôt que de le faire en local parce qu'on n'a pas assez de puissance ou de le faire trop loin parce que c'est trop loin. On va le calculer entre les deux. L'exemple parfait, c'est ou la 5G. Voilà. Donc, plus on va monter en réseau mobile, plus il y aura de edge, ou tout simplement tous les objets connectés. Là, on a vu Samsung qui va sortir son anneau, je sais pas trop quoi, là, qui est pour la santé. C'est tout ça, c'est des objets connectés. Ou les voitures autonomes. Les Ouais. voitures autonomes, quand la Tesla elle roule toute seule et qu'elle doit faire son calcul, etc., quand elle voit, je ne sais pas, une biche qui traverse la route, elle n'a pas le temps d'envoyer l'information jusqu'au data center de Tesla qui est en Californie pour lui dire c'est bon ou non, c'est pas bon, freine et revenir pour que ce soit freiné. Là, la biche, elle est déjà sur votre pare-brise. C'est à ça que ça va servir. C'est faire en sorte que le calcul il aille plus vite et désengorger les data centers. Parce qu'aujourd'hui, les données, il y en a toujours de plus en plus, beaucoup plus grosses, et ça commence à faire beaucoup de données dans les Ouais. petits tuyaux avec les fibres et tout ça. Donc, il faut de plus en plus de edge. Ok. Donc, oui, on va en avoir de plus en plus, oui. Dernière petite Et on va question. certainement découper Ah, le pardon. edge.
Je On pense va qu'on va le. découper encore le edge. Le découper. Il va y avoir du plus proche edge encore et du un petit peu plus éloigné. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de maillons dans la chaîne. De quartier, quoi, quasiment, Ouais, presque. ouais, ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Question là-dessus, c'est quoi une machine enfin une machine spécialisée dans le edge computing? C'est Le quoi, edge qu'est-ce qu'on computing, pourrait leur donner comme caractéristique? petite, souvent châssis très court, en général 40 cm de profondeur. Souvent toute la connectique en façade, parce qu'en gros, on va les mettre dans des endroits qui sont franchement originaux. Ça peut être dehors, ça peut être dans un train. Un train, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Vous n'avez pas un rack de 1 mètre pour mettre votre serveur, hein. Mm. Des machines qui sont un peu plus résistantes. Par exemple, si elle est dehors, il faut que ça puisse résister peut-être à la pluie, ça peut être que ça résiste à la chaleur, à l'humidité. C'est une machine qui est souvent single socket et qui peut contenir souvent un GPU de bonne qualité, en général même plutôt puissant, plutôt dans le haut du panier. Mais ça reste une machine petite. Petit mais costaud. Voilà. Et typiquement, quand tu me dis dehors ou des endroits insolites, ça s'apparente au Deslam, par exemple. Les Deslam Ouais, ça peut être Internet. ça, ouais. Ça peut Parce être que, ça, ça peut être les éoliennes, ça peut être les radars, les antennes paraboles. Voilà, bon, bah là, il y a une ouais. guitoune, là, une petite maison, et puis bah, on va mettre les serveurs là, et puis c'est tout. Mm. Ok, très bien. Et techno, j'avais quelques questions rapidement côté green, mais avant de poser ces questions sur le green, j'ai une question un peu plus globale. Et après, je te redonnerai le micro, Jérôme, parce que je sais que tu avais une dernière question. Ma question un peu plus globale, c'est est-ce que tu penses qu'on arrivera à faire le TSMC européen? Euh, réponse courte, oui, mais réponse longue, non, si. Euh, c'est compliqué parce que ce qu'il y a, c'est que les machines pour graver, on sait les faire, puisque par exemple, on a SML, qui est néerlandais, qui fait des Hmm. machines extraordinairement bonnes et ce n'est pas les meilleurs du monde. Donc ça, on sait faire. Bon, les ressources pour avoir les wafers, c'est un petit peu plus compliqué déjà à avoir. Et ensuite, le problème de tout ça, c'est encore une fois, c'est un peu le thème, j'ai l'impression, en fin de compte, c'est toujours une histoire de gros sous. En gros, on dit vulgairement, nous, dans le métier pour rigoler, pondre une usine qui va faire des puces, que ce soit des rames ou n'importe quoi, c'est minimum 1 milliard sur la table. Voilà, un Ouais. milliard d'euros, dollars, etc. Il faut trouver une entreprise qui a bien envie de lâcher 1 milliard pour faire une usine, la sortir, et puis ensuite faire la première fournée, ça ne se fait pas comme ça. Donc en gros, ils commenceront à vendre dans 10 ans. Ouais. Donc c'est très dur à faire et à lancer. On pourrait, mais il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Il faudrait éviter que tous les pays européens se fâchent en disant bah non, ce sera chez moi, ah bah non, ce ne sera pas chez les Allemands, non, mais nous les Italiens, si, ah bah non, mais nous on veut la faire en Pologne. Bon voilà, il y a aussi ce problème-là. Ça pourrait être faisable à une condition. Il faudrait que ce soit ST Microélectronique, qui est donc une entreprise franco-italienne, qui s'en occupe. Voilà, eux, ils ont les capacités pour. Ils ont arrêté de faire l'informatique, ils font des puces pour autre chose, mais s'ils se remettaient dedans, peut-être avec un consortium, je ne sais pas, avec Siemens ou des gens comme ça qui savaient le faire avant et tout ça, qui s'y remettaient, il y aurait peut-être moyen. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à faire, il faudrait qu'on recopie le modèle Airbus. Ouais. Il faudrait qu'on prenne le meilleur de chaque pays, que chacun amène sa pierre à l'édifice et que ça fasse des puces, voilà, des puces pour l'Europe. Mais encore faudra-t-il se mettre d'accord sur un modèle bien particulier, etc., etc. Mais à mon sens, on ne pourra le faire qu'à titre privé. Je ne pense pas que ce soit le public qui pourra faire ça. Ce n'est pas les États qui doivent faire ça. C'est un groupement d'entreprises privées avec des capitaux privés qui pourra le faire. Est-ce que ça se fera? Je l'espère. Mais Hmm. quand? C'est une autre question. Mais je le souhaite. Ouais. J'aimerais bien que ST Microélectronique avec d'autres le fassent. Oui. Parce que là, je Et serais le premier à aller signer chez eux pour acheter des puces chez eux, oui. comme je suis un bon, j'ai oublié d'introduire ce que je disais. TSMC, qui est le grand fondeur taïwanais de puces pour 95% du marché du silicone mondial. Donc, si vous Voilà, voyez une puce, généralement, elle a été fondée par TSMC, entre sans à peu autres. près aucun doute. Si vous achetez de l'AMD ou du Nvidia, c'est du TSMC. Ça, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et donc, Jérôme, je te retends ce superbe micro que je t'avais volé subtilement. Alors moi, ma question, elle est complètement beaucoup plus terre à terre, là, beaucoup moins Ah, compliquée.
Ah bah, je vais Euh, reprendre le micro dans ce cas-là. Non, je rigole. Vas-y. Non, mais c'est une question LinkedIn. Journal de Mickey Oui. LinkedIn cette fois. Euh, Toi, dans ta position, c'est un métier assez. En fait, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de travail sur site ou pas. Est-ce que tu travailles tout le temps à distance ou tu as quand même pas mal de déplacements en fait? Les deux, mon capitaine. Beaucoup de distance parce que quand il s'agit de faire un devis ou ce genre de Ouais. choses, je peux être à distance. Ça, il n'y a pas de problème. Distance parce que parfois, il faut intervenir chez le client. Parce que parfois, pour certains projets, il faut être sur place pour voir, il faut aller dans le data center, il faut comprendre ses besoins, il faut aller discuter avec les utilisateurs finaux ce qu'ils veulent. Donc, il va falloir se déplacer pour aller voir tout ça. Parfois, il faut dépanner les machines, ça Mm. arrive. Hein. On n'est pas à l'abri qu'une alimentation ou une carte RAID tombe en panne et on va aller la changer. Mais après, il y a du sur place évidemment, parce que bah, des fois, il faut aider en production, parce que ça, c'est un problème de riche, comme diraient certaines personnes. On fonctionne trop bien et on a beaucoup de clients et beaucoup de demandes, donc on a énormément de machines à produire et du fois, bah, c'est moi-même qui vais avec mes petites mains pour aller aider la production, pour donner un coup de main, parce que oui, je sais aussi assembler moi-même les machines, heureusement. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à faire sur place, que ce soit bah, voilà, de la production, de la logistique, la gestion des stocks, les achats, tout ce genre de choses qu'il va falloir évidemment gérer. Ok, ouais, donc tu limites quand même ton champ d'action à une certaine partie du monde, on va te dire. Pas, ouais, oui, oui, ça c'est entre l'hémisphère nord et le sud, et à peu près entre l'extrême ouest et l'extrême Ah ouest, ouais, oui, à peu d'accord. près, voilà. Ça, c'est Voilà, assez court. oui, C'est c'est entre assez court. Orfelden et Saverne. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est par là et puis jusqu'à l'autre bout de la planète. Non, non, il n'y a pas de malheureusement. Enfin, D'accord. heureusement, non, en fait, c'est cool. C'est que l'avantage, c'est qu'on voyage et qu'on voit plein de trucs rigolos. Des fois, on va dans des endroits qui sont vraiment complètement farfelus. Je raconte toujours cette histoire qui fait marrer tout le monde. C'est une fois, je suis allé, excusez-moi hein, pour tous ceux qui nous écoutent, mais dans la Porn Valley à Los Angeles. J'allais dire dans le Voilà. quartier rouge, mais ok, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, la vallée du porno à Los Angeles. Voilà, c'est là où sont faits tous les films, etc., etc. En réalité, vous ne voyez que des hangars partout. Et en fait, ce ne sont que des data centers. C'est là que tout est hébergé, en réalité. Rien ne se passe là-dedans. Mais ça s'appelle comme ça. Donc c'est assez drôle d'aller dans des trucs comme ça. On s'attend à tomber sur un tournage ou un truc comme ça avec Hmm. notre caisse à outils et tout ça. On dit ah non, non, me filmez pas parce que hein, je voudrais pas apparaître là-dedans comme le bonjour, bonjour madame, c'est moi le plombier. Non, non, surtout pas. Non, non, en fait, ce ne sont que des data centers. Et par exemple, ça, c'est un marché qui nécessite énormément de serveurs. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Hein, Ah voilà, ça, bah ouais. hein, voilà. Donc, c'est ça. Mais voilà, des fois, on va dans des endroits qui sont assez originaux. Ok. Voilà, on peut aller dans des endroits très souterrains, dans des trucs cachés, parce que les data centers, ils sont là. On s'imagine pas qu'il y a un data center à cet endroit-là. Voilà, Mais en fait, c'est une c'est sorte de rigolo. James Bond de l'informatique, ce job. Quasiment, quasiment. On a vu des choses qui n'en voit rien parce que c'est très surveillé. On n'a Oui, absolument bah pas oui. accès aux données. C'est très, très, on peut pas rentrer comme ça. On est toujours surveillé, il y a des caméras partout. Donc, en réalité, non, c'est pas aussi glamour qu'on le croit. Puis, c'est beaucoup de bruit. Alors, du coup, on n'essaie de pas Ouais, c'est rester trop clair. longtemps. Donc, ouais. Mais donc, ouais, il y a quand même beaucoup de déplacements, mais on essaie de. Nous chez nous, dans l'équipe, on est quand même presque tous à distance. Hein. Il y a que la production et la logistique qui est en réalité sur place à l'usine d'assemblage. Mais tout le reste est à distance, oui. Vous êtes combien si c'est pas trop confidentiel? On est 7 Ok. actuellement. Ok, bah tu vois, ma question, Anthony, c'est pas une question Non, entrepreneuriale ultra complexe. non, non, elle était bien. C'était pas Journal de Mickey. Je te mettrais plus Picsou Magazine. Closer. Et j'adore Ah, ok. Picsou. Ouais. Picsou, c'est J'adore pas mal. Picsou, moi. Alors moi, je suis plus Picsou que Mickey d'ailleurs aussi. Enfin, Ouais, moi aussi. Ah, Moi bah, aussi. Et Donald parce qu'il râlait tout le temps. voilà, on va encore et- faire beaucoup de débats, mais exactement. voilà. Exactement. Non, non, de toute façon, il n'y a pas débat ici. On est plus sur Picsou que Mickey. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. On est tous plus canards que souris. Voilà. Exact. J'avais une question, donc c'était côté Gain. Oui. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vois comme technologies qui arrivent, qui sont arrivées ou qui vont arriver, qui permettent d'aller plus dans ce sens-là, de soit consommer moins, soit consommer mieux, soit refroidir moins. Enfin,
Il y a des choses qui sont intéressantes côté hardware ou en fait on est sur la même chose depuis 25 ans. Alors, oui, on est toujours sur la même chose depuis 25 ans parce que ça marche très bien et c'est éprouvé, et ça c'est formidable. Alors, il va y avoir deux tendances, à mon avis. Tendance de gauche, les constructeurs, les fabricants de puces l'ont compris. Donc, ils sortent des gammes maintenant qui sont considérées plutôt comme basse consommation pour limiter tout ça. AMD, par exemple, a sorti les CPU Siena qui sont plutôt dans le bas du tableau au niveau consommation. Ils marchent très bien, on les adore, ils fonctionnent vraiment bien. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses comme ça qui seront très bien optimisées et très efficaces. Donc ça, c'est bien, les constructeurs l'ont compris et vont dans ce sens-là. Mais malgré tout, quand on a besoin vraiment de puissance ultime, on est encore dépendant d'une très grosse consommation d'énergie. Les prochains GPU de chez Nvidia vont consommer quelque chose comme 1000 watts chacun. On multiplie ça par 8, ça fait 8000. Plus le reste, bon, ça fait une machine à 10-12 kilowatts. Voilà, c'est énorme. Et à dissiper, ça va commencer à être assez délicat. Alors, tout le monde, si les gamers écoutent, tout le monde connaît le water cooling. C'est pas forcément le meilleur en réalité. Mais on peut le faire en serveur, ce qu'on appelle le DLC, donc le Direct Liquid Cooling. Ça, par exemple, OVH le fait beaucoup, ça marche bien, mais on peut monter encore d'un cran, ça c'est assez récent. On peut passer en immersion. Pour tout simplement, on va prendre nos serveurs et on va les plonger dans un fluide diélectrique, de l'huile en général. Le Voilà. Et immersion cooling. immersion cooling, voilà. Et ça, on en a fait. Il y a de plus en plus de demandes, beaucoup plus de data centers qui sont en train de s'y mettre parce que là, on va commencer à aller plus loin. On peut repousser la limite au niveau de la chauffe. Et le gros avantage surtout de ça, c'est comme on va chauffer un fluide, on va pouvoir récupérer cette chaleur et s'en servir pour autre chose. Chauffer des bâtiments, donner le chaud à une entreprise qui a besoin de chaud et donc éviter de lui faire utiliser du gaz, chauffer une piscine, voilà, ce genre de choses. Et donc là, bah, ça commence à être très vertueux parce que là, on commence à arriver à presque aucune perte d'énergie. Pas complètement, c'est impossible, mais on se rapproche de presque la perfection. Donc ça, c'est l'avenir, il y en a de plus en plus et on va aller dedans. Et l'autre avantage, c'est comme du coup on refroidit mieux, bah, on peut faire les machines plus denses. Ce qu'on était capable de faire en 2U, on va pouvoir le faire en 1U. Donc on va pouvoir encore plus bourrer le serveur et encore plus lui en mettre dedans. Donc oui, ça on y arrive. Et les grosses baies de stockage Swift, Ceph, S3 et tous ces softwares pour manipuler des pétabytes, ça consomme beaucoup ce genre de choses ou in fine un disque magnétique ou un NVMe, ça va, ça consomme pas plus que ça. En réalité, ça va. Maintenant, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup ou pas beaucoup. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, il y a tellement de. Par exemple, si on prend Western Digital, qui est un de nos partenaires que je salue, ils ont des options. Par exemple, le disque n'est pas utilisé pendant un certain temps. Il a plusieurs modes. Il peut se mettre en IDLE, comme tout le monde connaît, mais il peut passer vraiment en mode quasiment veille, en une microseconde, voire même veille profonde où il se réveillera en une seconde. Et là, il consomme plus que 0,001 watts. Donc, ils ont été capables de réduire de plus en plus pour éviter toutes ces pertes de watts inutiles plutôt que de le laisser tourner à rien faire et qui va consommer 5 watts. Mm. Donc, il y a des choses comme ça va dépendre. Les clusters, oui, ça peut consommer beaucoup, mais encore une fois, c'est un cluster Ceph avec 3 machines par rapport à un cluster Ceph quand on a 200. Bon, bah là, oui, évidemment, 200 fois 1000 watts par rapport à 3 fois 1000 watts, c'est pas tout à fait pareil. Donc, tout ça, ça consomme, mais en réalité, ça, je sais qu'on tire sur l'ambulance et tout ça, on dit que voilà, tous les data centers du monde, justement, ça consomme autant que le Portugal ou etc. Gna, 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 gna. Bon, dans un sens, oui, mais il ne faut pas oublier que grâce aux évolutions, aujourd'hui, on arrive à faire plus avec moins. Nous, on a un client, on va lui remplacer 68 serveurs avec 3 serveurs. Donc, il Ouais. va faire une économie d'énergie colossale. Mm. Donc aujourd'hui, grâce au gain de puissance et à la miniaturisation, on va pouvoir faire plus avec moins. Donc en réalité, si vous regardez la consommation des data centers depuis 10 ans, elle a en réalité très peu augmenté. C'est-à-dire on a certainement 2 ou 3 fois plus de puissance et pourtant, on n'a même pas dû augmenter la consommation électrique de 10%. Mm. Tout à Donc fait. en réalité, on va dans le bon sens.
Mm. Euh, J'avais une question d'un précédent invité qui est venu sur le Cloud Screener. Et sa question, c'était à propos du recyclage des machines. Mhm. Généralement, disons, je suis un cloud provider X, Y ou Z. Voilà, ça fait 6 ans que j'ai ces machines-là, les 100 barres métal que j'ai achetées et que j'ai virtualisées, qui sont dans mon catalogue. Là, je renouvelle mon catalogue. J'envoie un mail à tous mes clients, je leur dis, hey, il y a des nouvelles machines, faut que vous dégagiez et que vous alliez sur les nouvelles. Donc, je suis en train de libérer en gros mes computes. Et moi, ma connaissance du marché, elle s'arrête plus ou moins là. Mais qu'est-ce que les clouds vont faire ensuite de ces vieilles machines? Soit ils peuvent les réutiliser pour ouvrir un nouveau service. Mhm. Souvent, ça peut être utilisé par exemple pour de l'hébergement web. Ça Ouais. n'a pas besoin de beaucoup de ressources, hein. Il y a des machines chez OVH qui datent d'il y a et puis plus encore. Mm. Ça tourne très bien, hein. On peut faire tourner un site web sur un téléphone maintenant, hein. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources pour ça. Soit ils vont les revendre, tout simplement parce que ça marche encore bien. Alors même si ça consomme plus que ce qui va sortir aujourd'hui, ça peut toujours tourner. Il y a des gens qui vont s'en servir ou d'autres pays qui en ont besoin, qui vont les prendre et qui vont acheter ça pour 100 euros la machine et puis ils vont être très contents avec. Il y a un gros marché au niveau de l'occasion et de la réutilisation Mhm. à ce niveau-là. Après, s'ils veulent s'en débarrasser définitivement, ce qui peut arriver, hein, parce que la machine, elle a plus de 20 ans, bon, bah là, ça y est, c'est fini, c'est terminé. L'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de métal qu'on va pouvoir recycler, quitte même à récupérer le châssis et à remettre une autre carte mère dedans. Donc, en fait, on va quand même se resservir d'une partie. Et après, tout ça, ça va repartir au recyclage, tout simplement, hein. Il y a beaucoup de sociétés en France qui sont spécialisées là-dedans pour récupérer tous les métaux lourds, tous les métaux précieux et ce genre de choses et récupérer un maximum de choses qu'on peut récupérer pour refaire des machines derrière, hein. Ok. Et du coup, toi, pour une puce hors disque dur, hors SSD, juste le côté puce, pour toi, une 20-25 ans, c'est leur durée de vie. Après, Ah non, c'est... en plus, en réalité, il y a des puces qu'on peut faire durer bien plus longtemps que ça. Il y a des AS400, donc ça, c'est des vieux serveurs qui tournent dans des banques, hein. Ça Ouais. tourne toujours, hein. Ça marche très, très bien. En réalité, une puce, c'est très rare à faire tuer un processeur, hein, à moins de faire n'importe quoi avec. Mais quand il est utilisé dans les conditions préconisées par le constructeur, je crois que j'en ai jamais vu mourir, en Quand tu réalité. dis préconiser, in fine, c'est une range de température, quoi. Ouais, voilà, quand il reste dans les bonnes températures, qu'il est bien refroidi, qu'on l'a pas overclocké et puis qu'il est resté comme il était, Hmm. ouais, moi, j'ai des puces que j'ai fait tenir 20 ans, hein. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, je les rebrancherai, elles fonctionneraient encore. D'accord, Donc, d'accord. en réalité, ça peut durer très, 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 très longtemps. Mais Ouais. bon, au bout d'un moment, ça devient trop lent, pas assez puissant, ça n'arrive plus à calculer, ou alors ça met des heures à calculer la moindre page web à afficher, ça marche plus. Hmm. Et puis surtout, ça va consommer à fond les ballons, donc ça va consommer 100 watts pour afficher une page web, alors qu'en réalité, ma tablette qui en fait 2 watts, elle fait pareil, quoi. Tout à Donc, fait, c'est la limite à un moment donné qui arrive à ce niveau-là. tout à fait. Clément, ça fait une petite heure et demie, je crois qu'on discute, Mhm. quelque chose comme ça. Ça fait un bon bout de temps. Et du coup, moi, j'aimerais te laisser le mot de la fin, que tu puisses donner aux auditeurs, aux téléspectateurs, le dernier mot, ce que tu penses, que tu veux passer comme message, ou ce que tu veux. Ce que je veux, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet au niveau informatique. Et acheter des machines françaises, c'est bien. C'est bien mieux que d'acheter des solutions qui viennent des États-Unis parce qu'on ne sait peut-être pas forcément ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner et il ne faut pas avoir peur d'aller dans des sentiers qui sont un petit peu différents de par rapport à ce qu'on a l'habitude. Très bien, très bien, merci Voilà. beaucoup Clément. Quant à nous, toi, moi, Jérôme, toi, l'auditeur, le spectateur, si tu es encore là au bout d'une heure et demie, c'est que, comme je dis toujours, tu es vaillant, tu es brave et ou tu es simplement curieux. Et ainsi donc, je te remercie pour tout ce temps passé avec nous. Et la dernière chose que je peux te demander, c'est suis-nous sur les différentes plateformes, sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur peut-être non Twitter, ça sert à rien, mais suis-nous un peu partout. On partage tout le temps pas mal de news à propos du cloud. On a des études, on a de la data.
On se met à jour sur tout ça et on vous fait des digests qui sont faciles à lire pour vous. Et à part ça, il me reste tout simplement à vous souhaiter une superbe journée à vous ou une super soirée. Je sais pas quand est-ce que. Il y en a aussi qui écoutent ça le matin, j'ai vu. Donc super matinée à vous aussi. Et bonne journée.